Bonsoir, merci beaucoup de nous avoir rejoints dans cette fin d'après-midi et merci à Michel de nous faire la confiance à tous les trois de présenter son dernier livre paru très récemment aux éditions Nouvelles du Champ Lacanien. Tuer cela, symptômes, poèmes et identité. Je voudrais saluer la présence parmi nous de Nicolas Benrienne, associé des éditions Nouvelles du Champ Lacanien, très discret, comme à son habitude, mais sans qui peut-être les éditions Nouvelles du Champ Lacanien n'en seraient pas tout à fait là où elles en sont aujourd'hui. Donc merci beaucoup à lui pour sa présence amicale et sa grande efficacité pour tout ce travail. Alors, j'ai emprunté à Michel sa formule pour en faire le titre de ces quelques lignes, tirer le son par l'oreille. J'aimerais avoir l'élégance discrète du nœud de la première de couverture, le nœud de Lacan avec ses 5 dessus-dessous, pour saluer comme il se doit le nouage du titre du livre de Michel. 3 concepts dits sous cette affirmation. Tuer cela. Ce tu et cela vient donc surnommer ensemble le symptôme, ancienne écriture du symptôme, le poème et l'identité. Lacan, ce tu et cela, l'a emprunté à un texte sanskrit majeur du VIe siècle avant Jésus-Christ. Dans les pages 126 et 127 de son livre, Michel éclaire ce que fait Lacan il y a tout juste 70 ans, puisque c'était en 1949, où il proposait de rendre compte du véritable voyage d'une psychanalyse comme celui où se révèle au sujet le dévoilement du chiffre de sa destinée mortelle. Dans le 6e chapitre de la Chandogya Upanishad, interrogé par son fils pour qu'il lui dise ce qu'il est, par 9 fois, Uta Laka Aruni répond par ce même tuer cela. Voilà un dire qui dit cela que tu es et que tu ne perçois pas, comme le sel dissous dans l'eau. Voilà la réponse la moins bête. Dire des bêtises, c'est bien l'invitation de la règle fondamentale de la psychanalyse. Par le verbe que Lacan reconnaissait pas si bête, car préférant dans le sens l'orientation à la signification, faire advenir, donc par le dire, faire advenir une lettre soustraite à l'alphabétissement, un bout de réel intraitable, où celui qui aura mené au bout son analyse pourra se reconnaître et dans ce patois engager son dire. Tuer cela, ce patois, écrit Michel. Vous l'entendez, on peut l'écrire en un mot ou en 2. Au départ, Freud conçoit la psychanalyse comme ce qui peut permettre à un sujet de prendre la mesure de ce que le symptôme qui l'embarrasse doit à son rapport au langage. Le symptôme, c'est la trace de la rencontre accidentelle, imprescriptible et inanticipable entre le corps et le langage. Que Freud, cette trace, Freud l'a longtemps voulu entièrement déchiffrable. Or, à côté de la fonction de métaphore du symptôme, fixant le signifié au signifiant, comme dans toutes les clés de mots qui sont venues remplacer les clés des songes dans les rayons des librairies, que même les meilleures d'entre elles ont bien du mal à contenir. Donc,
À côté de cette fonction de métaphore du symptôme, l'expérience analytique va amener Lacan à mettre en évidence la fonction de l'être du symptôme qui fixe la jouissance. Et c'est à porter l'éclair sur l'opacité du nuage de ce morceau qui reste cru, ce pépin, la jouissance, ce nuage de la jouissance avec le langage, c'est à ça qu'ici Michel s'emploie. C'est l'enjeu, signifiant cher à Michel et à quelques autres ici, puisque l'enjeu lacanien, c'est le nom de la revue qu'il a créée en 2003 avec Didier Castanet. C'est l'enjeu donc de ce livre que de tracer quelques voies d'accès à ce rien de significantisable, à ce dire qui ne dit rien tout en le disant. Qui mieux que le poème Lacan, ou les poètes pris ici à témoin par Michel, pourrait donner à apercevoir dans les mots ce que les mots ne peuvent dire, leur informuler, soit le noyau du réel de la parole. Me voilà donc si peu pas poétesse pour vous donner le goût de l'expérience de la glissade de la langue dans la bévue. L'une bévue étant la façon dont Lacan traduit l'Unbewusst, l'inconscient de Freud, à partir de 1976. L'Unbewusst, donc là où la langue prend corps, comme le béguet si bien Gerasim-Nika que nous entendrons tout à l'heure. Dans cette glissade, Michel nous y amène, nous y entraîne avec un savoir-faire qui n'escamote rien les difficultés de l'exercice. Le lecteur devra aussi consentir à accueillir ce qui ne se laisse pas lire, ce qui objecte à la liaison, ce qui de l'éclair reste insaisissable, sa description à l'éclair, aussi belle soit-elle, restant impropre à le produire. J'aime à le rappeler, Lacan nous a confié de prendre soin de ce qu'il appelle le pouvoir d'illecture. À 17 ans, Lacan rencontre celui par qui la littérature ne pourra plus être après lui ce qu'elle était avant. Celui qui coupe le rêve de lisibilité de la littérature, je cite Michel. Celui qui se moque du déchiffrage, James Joyce. Joyce n'a pas un symptôme qui fasse sens et qui se prête à l'interprétation. Il est ce symptôme pur, je cite Michel, de ce qu'il a né du rapport du sujet au langage en tant qu'il porte la jouissance à la puissance du langage, sans que rien en soit analysable. Les conséquences de cette thèse pour la psychanalyse sont immenses. Michel Bousséroux, remarquable vigilant du pouvoir de lecture, les reprend et les déploie, éclairant l'expérience pour s'y orienter et nous permettre de nous y orienter. Effet majeur d'enseignement. Je voudrais en donner un exemple de cet effet pour moi-même. Il n'y a pas très longtemps, juste avant de commencer la lecture du livre de Michel, je reçois une fillette de 9 ans et demi qui m'explique ce qui l'effraie et qui est si difficile à représenter. Tout en me parlant assez clairement d'une histoire de fantôme qui est enfermée à vie pour la vie, dans une maison dans laquelle une fillette va tomber à son tour, elle décide. Il y a un écart très important entre le récit où se succède un récit structuré, où se succèdent aventure et épisodes, et la représentation qu'elle en fait. Me voilà donc à bégayer pour essayer de m'expliquer cette indistinction des plans. Le soir venu, je me trouve à lire le premier chapitre du livre de Michel, que Michel consacre au Passifou, Salvador Dali.
Alors j'en reviens un petit peu en avant. En 1976, à la suite de son séminaire consacré à Joyce, pour Lacan, être fou, c'est avoir perdu le borroméen, qui noue le réel, le symbolique et l'imaginaire. Là où Joyce, sans le père, mais pas sans le dire, rétablit le nouage, Dali, Salvador Dali, par la peinture, par sa peinture, tente une façon de faire avec la confusion des trois registres à laquelle il est confronté. Dans son invention de la paranoïa critique, il s'agit pour Dali de systématiser la confusion par l'obtention de ce qu'il appelle une image double, voire multiple. Tous ceux qui connaissent les tableaux de Dali voient certainement de quoi il est question. Cette systématisation n'est pas une simple confusion du réel, de l'imaginaire et du symbolique, mais en systématisant cette confusion, elle fait système, ensemble structuré qui produit un effet d'énigme. Bienvenue. À partir de 4 tableaux, 3 autour de Guillaume Tell et un autre intitulé L'énigme du clair, Michel Bousséroux montre comment Dali parvient à porter le non-sens à la puissance de l'énigme et ce faisant restaurer un nouage du réel, de l'imaginaire et du symbolique hospitalier. Se faire énigme, énigme de l'énigme, par surexposition d'images multiples, une forme en dissimulant une autre, sans fin. Dali explique comment ce mécanisme paranoïaque des images à figuration multiple conduit à l'impossibilité poétique de tout ordre de comparaison. Donc bien sûr, il ne s'agit pas pour moi de comparer cette fillette avec Salvador Dali, mais bien de repérer, et c'est ce que m'a permis la lecture de ce chapitre que tu consacres à Salvador Dali, mais bien de repérer sa tentative de trouver une façon de nouer le récit, le hors-champ du récit et l'image. Je voudrais, pour terminer ma petite intervention et avant de passer la parole à Didier Castanet, offrir à Michel et à nous tous un petit extrait vidéo où Gerasim Luca dit un de ses poèmes qui s'intitule « Ma déraison d'être ». Il faut juste une petite manipulation. Le désespoir a 3 paires de jambes. Le désespoir a 4 paires de jambes. 4 paires de jambes aériennes, volcaniques, absorbantes, symétriques. Il a 5 paires de jambes, 5 paires symétriques, ou 6 paires de jambes aériennes, volcaniques. 7 paires de jambes volcaniques. Le désespoir a 7 et 8 paires de jambes volcaniques. 8 paires de jambes, 8 paires de chaussettes, 8 fourchettes aériennes absorbées par les jambes. Il a 9 fourchettes symétriques à ces 9 paires de jambes. 10 paires de jambes absorbées par ses jambes, c'est-à-dire 11 paires de jambes absorbantes, volcaniques. Le désespoir a 12 paires de jambes, 12 paires de jambes. Il a 13 paires de jambes. Le désespoir a 14 paires de jambes aériennes, volcaniques. 15 paires de jambes. Le désespoir a 16 paires de jambes, 16 paires de jambes. Le désespoir a 17 paires de jambes absorbées par les jambes, 18 paires de jambes et 18 paires de chaussettes. Il a 18 paires de chaussettes dans les fourchettes de ses jambes, c'est-à-dire 19 paires de jambes.
Le désespoir a 20 paires de jambes. Le désespoir a 30 paires de jambes. Le désespoir n'a pas de paire de jambes, mais absolument pas de paire de jambes. Absolument pas de jambes, mais absolument pas de jambes. Absolument 3 jambes.